bien sûr plusieurs participants, beaucoup psychologues, psychiatres du milieu de la psychiatrie, mais pas que. On avait aussi orthophonistes, ergothérapeutes, des gens du secteur social, un journaliste, je me souviens bien aussi, des gens de coordination diverses. Bref, c'était quand même assez varié, assez étonnant. Et donc, ce qui nous induit effectivement à penser qu'il faut pouvoir élargir au-delà de la psychiatrie, mais j'y reviendrai. Donc, la thématique de l'atelier était l'accès aux soins et l'exclusion aux soins, bien entendu. Donc, on a plus particulièrement travaillé sur ce qui se passe dans les prisons, avec les migrants, et puis les CMPP en particulier. Au niveau des prisons, j'ai 10 minutes, donc je fais un résumé très rapide. Au niveau des prisons, on constatait quand même un grand développement du sécuritaire au détriment du sanitaire, puisque le nombre de places dans les prisons a considérablement augmenté ces dernières années. Les budgets dans les centres pénitentiaires ont augmenté aussi, dans le même temps que les lits de psychiatrie, eux, baissaient. Le constat aussi que les CMPR, l'UHSA, c'est-à-dire des services de psychiatrie dans les établissements pénitentiaires, étaient des lieux possibles d'accueil, dignes et respectueux, contrairement, je dirais, à ce qui se passe dans le reste des établissements pénitentiaires, mais surtout que les situations étaient très différentes d'un établissement à l'autre, puisqu'une participante avait fait 8 prisons, donc elle n'était pas évadée pour autant, hein. Elle avait travaillé dans 8 prisons. Effectivement, elle notait que c'était très très différent d'un établissement à l'autre. Et quelqu'un dit qu'il était utile de profiter de la peur des politiques. Ça, c'était quand même un point d'appui. La peur des politiques, dans le milieu carcéral, c'est la peur des mutineries qui, effectivement, pousse à donner des budgets. Faut-il faire peur dans les établissements psychiatriques? Je ne sais pas, mais la mention était intéressante. Au niveau des migrants, nous avions donc un bénévole de Médecins du Monde qui est venu nous parler du travail d'accueil des migrants, du centre de crise qui a été mis en place. Et il nous a parlé surtout de crise de l'accueil et non pas de crise migratoire. Il dit que les dénominations sont inexactes. Il n'y a pas une crise des migrations, il y a une crise de l'accueil des migrants. Et donc ils ont mis au point ils ont transformé une salle d'attente en centre d'accueil inconditionnel, collectif, en mettant l'accent donc sur le collectif, qui permet, a-t-il dit, d'une part une acculturation réciproque entre les soignants et les migrants, qui ne partagent pas bien sûr la même culture, qui ont du mal à s'exprimer verbalement, même avec un interprète, qui n'ont pas la même culture de l'écrit. Et ce qui permet aussi de travailler sur la distance qui est nécessaire pour avoir affaire à ce genre de personnes. On a constaté aussi dans le décours de l'atelier que l'humanitaire était intéressant. Quelqu'un a parlé de la tyrannie de l'humanitaire, au sens où l'humanitaire, au fond, traite les symptômes des dysfonctionnements dans notre société et non pas du fond qu'il y a là derrière, sauf effectivement quand ils s'en font les porte-paroles. Enfin, pour terminer sur ces thématiques centrales qu'on a abordées, nous avons aussi quelqu'un des CMPP de Nouvelle-Aquitaine qui, comme vous le savez, ont été sérieusement mis à mal, donc qui nous a surtout montré un sketch, une vidéo qui a été mise en ligne, qui nous a fait bien rire, tellement elle était la caricature de... Moi, j'oserais même pas dire caricature, hein. C'était la réalité, je dirais, de ce qui se passait entre une direction et les agents, et l'incompréhension, les discours qui sont foncièrement différents entre ces deux cultures. Donc voilà, nous a expliqué combien ils ont été mis à mal et comment ils ont essayé effectivement de se retrouver après ce grand moment de grave dépression, puisqu'ils ont été littéralement détruits. On a passé après ce temps auprès de différentes populations bien particulières. Il y a eu des moments d'analyse aussi. Nous avons constaté que c'est surtout le travail qui est malmené, au-delà, et qui est malmené pas seulement dans le milieu des soins en psychiatrie, pas seulement dans le milieu des soins ou des services sociaux, mais que le travail en général est malmené au-delà du secteur du soin, je dirais, à proprement parler.
Le néolibéralisme abîme non seulement la réalité du travail, mais, point particulièrement important, il abîme aussi tout ce qui est collectif. Il met à mal tout ce qui est collectif. L'équipe pluridisciplinaire en psychiatrie en est un exemple, mais parmi tant d'autres. Faut-il, comme le proposait Christophe Dejour, faut-il faire de la résistance discrète, des petites actions? Faut-il s'en contenter? C'était une question. Remarquez aussi, au niveau de l'analyse, une perte de l'engagement, une perte du sens du collectif, avec l'exemple de la sécurité sociale qui, pour beaucoup de collègues, est devenu un droit individuel, alors qu'il est effectivement un droit collectif qui était acquis de haute lutte. Petit hommage à Ambroise Croizat, n'est-il pas, à qui la salle est en partie dédiée, et grâce à qui, entre autres grâce à lui, nous disposons d'une sécurité sociale qui s'effrite de plus en plus. On parlait de droits friables, on pourrait parler de sécurité sociale friable aussi au passage. Mais quand même assez rapidement au sein de l'atelier, on a débouché sur comment sortir de la déréliction, comment sortir de la dépression, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la plainte. Donc plusieurs propositions. Monsieur Emmanuel Macron m'écrit, c'est ça? Il nous écrit. Pour te dire que tu as plus que 5 minutes. C'est parfait. Quoi faire au-delà de la plainte? Bon, il y a eu plusieurs propositions. En tout cas, ce qui se dessine, c'est qu'on peut faire des choses. Il a été dit faire des choses sur soi. Déjà, pour essayer de ne pas avoir honte de ce qu'on fait personnellement, je dirais, dans son travail. Il y a des choses qu'on peut faire localement, il y a des choses qu'on peut faire sur le plan national. Sur le plan local, on peut peut-être détourner des dispositifs de soins, par exemple, ces équipes mobiles spécialisées sur des populations ou des pathologies bien précises pourraient être rattachées au centre médico-psychologique pour qu'on puisse rester dans l'esprit de la psychiatrie dite de secteur, c'est-à-dire au plus près du lieu du patient. Par exemple, ou utiliser des dispositifs existants. Je reviens sur ma prime d'engagement collectif, dans les négociations du Ségur, qui prévoit des budgets pour les agents. Pourquoi pas utiliser ces budgets pour financer l'analyse de la pratique, par exemple. Il y a aussi des nouveaux dispositifs qui fonctionnent. Donc, un des participants a parlé du dispositif Un chez-soi d'abord, près de Toulouse, si j'ai bien compris, mais pas à Toulouse même. Bref, qui, en tout cas, pour ce dispositif-là fonctionnait bien, avec un bon partenariat, un réel suivi effectivement des patients qui pouvaient disposer donc d'abord d'un logement avant toute chose. Sur le plan national, en fait, nous retombons sur des questions politiques, mais sur le plan national, il y a aussi des actions à mener, notamment défendre, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sociale, défendre les services publics, défendre une certaine conception de la santé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est l'autre échelon sur lequel on peut aussi se battre. Et je vais terminer avec des lignes directrices qui se sont dégagées pendant l'atelier. On a rappelé les concepts de l'éducation populaire, toucher les autres, transmettre, mobiliser, résister. On a mis l'accent sur le fait qu'on avait tendance à être beaucoup entre nous, à parler un langage entre nous. Je vois qu'une juge, tout à l'heure, nous a redit la même chose. Donc, comment arriver à parler directement à la population? Comment porter notre problématique, la problématique de la santé en psychiatrie, entre autres? Comment la porter sur la place publique? En tout cas, sortir de notre entre-soi. Travailler effectivement non seulement avec les personnels soignants, mais aussi avec les administratifs, mais aussi avec les services techniques qui sont soumis, je dirais, aux mêmes règles et aux mêmes aléas que les soignants. Une secrétaire en particulier nous l'a rappelé. Politiser la colère. Comment politiser la colère et non pas, effectivement, que ça ne reste pas une colère individuelle et qui sera infructueuse. On a proposé de sublimer du côté de la culture. On a eu des exemples aussi pendant les séances plénières. Du côté de l'humour, avec la vidéo que nous a montré le CMPP de Nouvelle-Aquitaine, une vidéo effectivement thérapeutique. Si je pouvais la voir, on vous la recommande vivement. On a mis l'accent sur les collectifs, qu'il existait de nombreux collectifs. Dans une minute, j'ai fini. C'est pas Serge? Bien.
On a mis l'accent sur les nombreux collectifs qui effectivement existent de part et d'autre, dont l'intérêt et qui sont surtout des témoignages de vie, des pulsions de vie, du fait qu'on ne sombre pas, je dirais, dans la déréliction, mais avec le risque de dispersion, le risque de clivage, le risque aussi d'épuisement. Donc, certes, les collectifs, c'est une excellente chose, mais il faut encore qu'ils puissent tisser des liens entre eux, qu'on puisse constituer des réseaux, faire un maillage pour qu'on puisse effectivement agir ensemble et porter plus nombreux ce que nous voulons porter. Et il y a d'où l'idée effectivement de répertorier l'ensemble de ces collectifs, qu'on puisse effectivement être en contact avec eux. Et enfin, nous avons terminé avec « On continue, on tient bon ». Bonjour. Alors, je commence par décrire la forme que nous avons essayé de donner à l'atelier sur les enjeux de la formation et de la transmission. Nous avons proposé 3 à 4 interventions par demi-journée qui ont chacune duré maximum 5 minutes. Après chaque intervention, un temps de 30 à 40 minutes a été donné pour un débat, des réactions, une discussion à bateau rompu. S'est produite une sorte d'association libre collective. L'état des lieux initial, constat souvent déprimant, a pu tout doucement se transformer en autre chose. Les formations, les malformations, les transformations sont attendues pour boucher des trous dans le savoir qui suscitent de l'angoisse. Sauf que ce qu'elles peuvent transmettre à celles et ceux qui les suivent devrait être le comment, supporter les trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous sur l'angoisse. Des trous pour l'angoisse. Des petits trous, toujours des petits trous. Parce que quand les trous ne sont pas supportés, alors ce qui vient rassurer est les convictions, les certitudes, la protocolisation des gestes et un scientisme qui empêche la pensée et la capacité d'apprendre à apprendre, laisse pas la place au doute. La question est revenue plusieurs fois. Est-ce que c'est parce que la formation est plus comme elle a pu être? Est-ce qu'il s'agit d'un conflit générationnel entre jeunes et anciens? Ces conflits très répandus et cristallisés, même à l'extérieur d'ici, est venu se réjouir et se répéter dans l'atelier. Mais il a aussi commencé à se traiter, tout doucement à travers les échanges. Oui, les plus anciens transmettent, et ceux et celles qui débarquent le font aussi. Et tous le font en surprenant. Par contre, on a pu parler d'une évolution de la société. Une évolution de la société et des imaginaires aussi. Comment pouvons-nous former, déformer et réformer les imaginaires? Quel imaginaire permet l'engagement, le faire en commun, le doute? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, qui pas ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur audace et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. La question de ce qui permet l'articulation des résistances locales et des actions transterritoriales s'est posée. Pour se battre ensemble à travers des meetings, des assises, des rassemblements, des manifestations, des grèves de données, il faut déjà se sentir solide. Et pour se sentir solide, c'est important de ne pas être tout seul, être à quelques-uns, aller chercher les alliés là où ils sont. Il est important d'être tenus ensemble, pas uniquement à travers notre défense face à tout ce qui occupe la place d'un extérieur destructeur, mais aussi à travers des liens qui nous lient ensemble. Dans nos mondes de travail, il y a des processus d'individualisation active
et aussi d'intensification du travail. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple question quantitative, mais d'une quantité de travail dans lequel on ne trouve pas de sens, d'un travail juste prescrit, et surtout de la quantité du travail que nous sommes empêchés de faire. Il est indispensable de créer des espaces à l'intérieur des institutions, des espaces d'élaboration dans lesquels on parle de l'objet du travail réel, pas du travail prescrit. Les résistances locales se passent à travers des médias qui nous permettent la rencontre et l'accueil. Le café, très important, mais d'autres médias aussi. Les arts, les associations culturelles, les espaces de délibération qui nous donnent des idées et de l'énergie pour la ruse. Non, je ne sais pas très bien le prononcer. La ruse, non. Et aussi la pluralité des choix stratégiques qui rendent ce qu'on propose désirable et intéressant. Par exemple, l'évitement de certains mots et concepts quand ils semblent dangereux, mais aussi en assumant la responsabilité de reconceptualiser, traduire, reformuler. Et le plus important, ces espaces d'élaboration, de délibération et de subversion collective sont des espaces avec les patients. Parce que ce qui est venu est revenu tout le long de l'atelier, et que là où on se forme, et c'est pourquoi nous avons à nous battre, c'est à la rencontre de nos patients et avec eux. Et merci pour qu'ils ne nous laissent pas seuls. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse seulement égoïste, résiste, si le cœur résiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, s'il existe, résiste. On va commencer par les principes généraux sur l'effectivité des droits des patients. Nous voulons lutter pour l'effectivité des droits des patients comme organisateurs des soins psychiques dans toutes les problématiques. 2. La liberté et la norme. La liberté est ce qui doit être l'usage le plus courant dans les pratiques. La restriction des libertés doit être l'exception. Toute restriction indue et non proportionnée doit être signalée et dénoncée par un collectif protégeant celles et ceux qui sont confrontés, et ce de façon solidaire. 3. Du premier principe général, nous sommes responsables et citoyens. Nous voulons que ça s'arrête le rabaissement de la parole des patients. Nous sommes des sujets de droit avant d'être des sujets de soins. Nous ne sommes pas des objets de soins. Nous exigeons en tant que sujet la prise de parole des usagers et des patients. Des patients ne pas être considérés d'emblée comme instrumentalisés et instrumentalisables. Nous remarquons que l'infantilisation concerne aussi les soignants et qu'il faut lutter contre ce processus. Attendez, je veux dire ce que je veux c'est là. 2. Pratiques de défense. 4. Droits des patients et autres droits. On ne peut pas céder sur le droit des patients pour des questions professionnelles, de droit du travail ou syndical, quand le droit des patients s'oppose au confort des tutelles, des directions et des soignants. Cela doit faire l'objet de débats et d'échanges sincères, authentiques et solidaires. 5. Autodéfense. En psychiatrie,
Nous allons promouvoir le guide de survie en milieu psychiatrique qui est remis à jour régulièrement. En faire la pub sur le site du Printemps de la psychiatrie dans les lieux de soins psychiques. 6. Faire valoir ses droits, ce n'est pas être parano ou un emmerdeur. Il faut arrêter de pathologiser les gens qui tentent de faire valoir leurs droits, quels que soient leurs problèmes, quels que soient les statuts professionnels, usagers, familles, proches. On n'est pas forcément parano, et même si on est parano, on a des droits et on doit les faire appliquer. Je continue. 7. Création d'un bréviaire. Proposition de faire le bréviaire de l'afflatilisation, les mots, les pratiques et les glossaires, des gros mots de la langue psychiatrique, et faire des fiches d'événements et mots désirables. Par exemple, insister sur l'importance de la démocratie concrète dans les soins comme avec les clubs ou les associations de personnes concernées. Comment on fait parce que là, alors, 3. Pratiques émancipatrices. Alors, petit 8. Les clubs sont des contre-pouvoirs effectifs concrets dans la vie quotidienne. Petit 9. Clubs thérapeutiques et associations locales de patients. Nous voulons que les clubs soient invités de droit, voire qu'ils soient représentants de fait dans les CDU. Petit 10. La démocratie sanitaire telle qu'elle est pratiquée en ce moment est une mascarade et une imposture. Nous voulons des instances de délibération conjointe au sein des services ou de toute autre structure avec usagers, résidents et professionnels. Ah non, c'est là. J'y aille, à toi. Attends, je vais me déplacer. Je me mets à ta place. Voilà. Proposition concrète. Le truc, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, pourrait être une instance qui recueille les problèmes et qui pourrait servir de tiers pour solliciter la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ou d'autres instances. Le truc comme lien et lieu de soutien aux émergences, soutien pour se défendre collectivement quand les gens sont seuls, mis face à leurs responsabilités individuelles. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Oui ? Ok. Changer le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs en team rapide d'urgence collective. Une date de réunion du truc est en discussion pour interroger les possibilités de ces ouvertures. La formation est un enjeu démocratique. Soutenir que les premiers concernés forment les professionnels conjointement à partir des lieux de soins et que chacun puisse avoir accès à une formation de son choix et non imposée. Construction en cours d'une journée Parlons contention. On passe au dernier chapitre en fait, qui est le chapitre de la médiatisation. On le fait. On le fait, il y a combien Oui, c'est lequel juste, dites-moi. C'est celui-là. Médiatisation. Réflexion autour de la médiatisation de ce qui se passe en psychiatrie. On ne se reconnaît pas dans ce qui est dit et fait de nous. 11. Proposition d'écrire une tribune pour mettre en opposition des assises macronistes ce qui vient de se passer, le procès de la contention de l'isolement. Information. Je fais la formation. Ah. Alors, information. 4e journée de 34e journée de psychothérapie institutionnelle, le 19 mars à Tourcoing, semaine de la folie ordinaire parisienne du 28 mars au 3 avril,
Info, journée du CRPA le 2 avril. Le 10 avril, à l'ASERI, poursuit des échanges autour des ateliers. Ça nous paraissait important, vous avez pu entendre nos propositions formulées à la suite de... à la suite de l'intervention de Mathieu Bellassène tout à l'heure, les propositions qui ont été lues, qui sont issues de notre atelier, mais on avait besoin de vous parler un peu de comment s'était passé cet atelier et l'ambiance dans laquelle on s'est retrouvés. Beaucoup ont pu faire part d'emblée de cette envie de faire de la démocratie en acte et en passant par quoi? Par une sorte d'assemblée générale du truc, du terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs et de discuter un peu à bâton rompu des sujets qui nous intéressaient autour de la démocratie. Moi j'ai trouvé des choses très touchantes, c'était vraiment à bâton rompu, je ne savais pas forcément qui était qui, patients, soignants, usagers, famille, enfin peu importe. C'était assez riche et précieux ce moment-là, tous ensemble. Je trouvais important de vous dire aussi ce qui s'est dit autour de la démocratie, parce qu'au final, on dit souvent démocratie et soins, ça va ensemble et ça paraît un acquis, mais en fait, il y a tellement de lieux où ça n'a pas lieu, cette démocratie dans les lieux de soins, que on s'est reposé la question ensemble de pourquoi c'était si important pour nous. Et certains ont pu dire, alors professionnels, patients, que ça avait été très important pour eux de rencontrer le club thérapeutique, où ils ont pu se parler, prendre des décisions ensemble. Ça me passe aussi par les GEM ensuite. Peut-être que vous voulez en parler un peu, Vincent? Oui, c'est très intéressant. Malheureusement, ça a été un moment un peu court, comme là. Le temps passe rapidement, et donc on ne peut pas tout traiter. Et voilà. Mais ça serait bien qu'il y ait, oui, je ne sais pas si c'est le mot, une confrontation, enfin qu'on arrive à se mettre plus en synergie, en convergence, et se mettre, si ça doit être le cas, en confrontation verbale, voilà, avec les structures que l'on essaye de combattre. Et voilà, comme par exemple, là, je vais dévier un petit peu, mais hier, il y avait des stands de librairie, par exemple, et la mairie, c'est une minorité, mais elle a réussi à faire plier une majorité, et pendant ce temps, la conférence continuait à avoir lieu ici. Je ne sais pas si les gens étaient au courant, mais ils ont fait plier une fois, et ils ont refait plier jusqu'au bout là, de l'événement. Et je trouve ça que les syndicats, qui est quand même ici un haut lieu, comme à Toulouse avec la CGT à la Bourse du Travail, qu'il n'y ait pas eu de syndicats qui fassent face à 2 ou 3 dirigeants de la mairie. C'est assez hallucinant, mais bon, c'est l'image, malheureusement, c'est l'image du citoyen aussi, parce que là on est sur le soin psychique, mais du citoyen face à notre gouvernement où on est une minorité, on se laisse faire par des pantins, enfin on est des pantins et on se laisse faire par des charlots, j'ose le dire, voilà, de la République qui j'espère va être en marche arrière au lieu d'en marche avant. Voilà, merci. Donc j'appelle l'atelier 4. Bonjour, donc je suis Benoît Blanchard, pédopsychiatre. Et je suis Alice Herbulot, professeure des écoles, en école élémentaire. Voilà, ça nous semblait important pour symboliser la richesse et la pluridisciplinarité de nos échanges, de faire cette double restitution du côté du soin et du côté de l'éducation et de la pédagogie. Alors déjà, pour en quelques mots évoquer le processus et un petit peu la dynamique de ce groupe autour de la question de l'enfance, rappeler qu'on avait lancé un appel à témoignages depuis quelques mois avec l'idée de pouvoir recueillir la parole de tous les professionnels et usagers et personnes concernées par la question du soin psychique dans le champ de l'enfance. Qu'on a reçu une 50aine de témoignages particulièrement riches, poignants, diversifiés, qui venaient un petit peu de tous les horizons, à la fois sur la question territoriale et sur la question professionnelle.
Donc on avait évidemment des professionnels du soin, mais aussi des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse. Des enseignants, des AESH, et qu'aucun témoignage n'attaquait une profession ou bien, on va dire, un acteur de la problématique de l'accès aux soins. Donc ça montrait une maturité politique des uns et des autres. On a eu également quelques témoignages d'usagers. À partir de ce matériel qui était très dense, très riche, on a essayé d'en extraire la substance, parce qu'on s'est dit que c'était important que toutes ces voix-là, ce chœur polyphonique puisse être restitué, qu'il puisse y avoir quelque chose qui en ressorte, parce que c'était émotionnellement très, très impactant, enfin très, très portant plutôt. Et donc on avait proposé en début d'atelier une lecture à 5 voix. Et en fait, assez rapidement, on s'est interrompu parce que c'était trop dur en fait de lire. Enfin, c'était trop dur, surtout à entendre. Et puis nous-mêmes, on s'était pas forcement rendu compte de comment dire, quand on s'est mis à le lire, de toute tout le tragique en fait de ce qui avait été écrit. Donc on s'est interrompu. On avait pensé un déroulement d'atelier en 2 temps, qu'on avait appelé l'Odyssée puis l'Iliade. L'Odyssée dans le sens de se laisser aller à une errance collective, quelque chose où on était pris par l'inconnu, l'imprévisible, le détour. Et puis l'Iliade du côté de quelque chose de beaucoup plus combatif, du côté de la lutte, du côté des propositions. Donc notre Odyssée s'est arrêtée assez rapidement, en tout cas sur la forme, sur la trame qu'on lui avait donnée. Et en fait il s'est passé quelque chose qu'on avait un peu espéré, sans vouloir vraiment y croire, à savoir que c'est vraiment tout l'auditoire qui s'est saisi de ce voyage collectif, qui a pu construire une voix commune, qui s'est réapproprié la parole, qui a pu circuler. Alors des témoignages qui étaient peut-être moins tragiques que ceux qu'on avait notés, parce que peut-être il y avait quelque chose de trop pesant, de trop chargé sur le plan émotionnel, mais qui ont d'emblée été portés par la question du désir. Oui, il y avait beaucoup de références à des expériences concrètes de la psychothérapie institutionnelle qui permettaient en fait de subvertir ce qui était soi-disant impossible à mener autour d'expériences notamment d'élevage d'animaux. Mais qui permettait en fait, en les faisant mener par les enfants, les patients enfants, de les associer au fait au processus de subversion. Donc ça a été évoqué hier. Alors ces prises de parole ont été scandées par des présentations de sketchs de collègues, par aussi des témoignages vidéo d'usagers et par l'intervention d'un patient qui est venu s'exprimer directement, ce qui n'est pas simple en pédopsychiatrie parce qu'on est toujours confronté à la question de comment faire entendre la parole de ceux dont on s'occupe, sachant que ce sont en général des tout-petits qui n'ont pas forcément la maturité pour prendre la parole, ou bien des enfants qui n'ont pas accès au langage. Donc voilà, il y a eu à la fois ces paroles entre nous, ces paroles qui venaient de l'extérieur, et on avait le souci d'en ressortir avec des décisions concrètes. Pas simplement des propositions un petit peu évanescentes, mais de pouvoir poser vraiment des actes qui fassent de cet atelier un jalon et une ouverture vers d'autres horizons. Donc les décisions qui ont été prises donc qu'on a noté suite à l'atelier. Donc constitution d'un groupe, donc une mailing list a été constituée. Rédaction d'un écrit à plusieurs mains. Donc l'idée c'est que cet écrit soit fait donc à partir des notes qu'on a pris, donc l'équipe qui a préparé l'atelier, et qu'il soit ensuite proposé pour modification à l'ensemble des personnes de la mailing list. Voilà, l'idée c'est de servir comme substrat à la fois des témoignages qu'on a reçus et puis toutes ces paroles qui ont pu être prononcées, partagées, vécues,
L'idée, c'est de construire une organisation à partir de ça, à la fois sur le plan des réalités territoriales locales, que chacun en intra-institutionnel, que chacun dans ses maillages locaux puisse se saisir de ce qui a été fait, mais surtout de quelque chose qui puisse s'articuler, se dialectiser à un niveau beaucoup plus global. Donc avec cette dialectique entre le micro et le macro, rester inscrire dans sa pratique singulière, rester inscrire sur son terrain, mais dans quelque chose qui se partage. Ensuite, c'était d'élargir les partenariats, en fait, de s'appuyer sur des partenariats qu'on ne considère pas forcément comme tels, en tout cas d'un point de vue institutionnel. Par exemple, a été évoqué l'école de musique, le maraîcher, enfin voilà, que ces personnes qui ne sont pas ni soignants, ni enseignants, ni membres d'un service public quelconque, sont des partenaires avec qui on partage un imaginaire commun, et donc des alliés. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir évidemment diffuser autour d'une prise de position collective, d'un ethos aussi, enfin d'une éthique, de valeurs, de pratiques, de savoir-faire, de revendications. Donc à partir de ces décisions d'organisation, on a l'idée de mener des actions. Donc de pouvoir adresser des courriers auprès des représentants politiques, alors notamment dans la période électorale, députés, mais aussi à l'Élysée, mais sur le mode du harcèlement, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne va pas juste faire un petit courrier par-ci par-là, on va faire chacun, autant qu'on est, envoyer des courriers très régulièrement, on va vraiment saturer les canaux, de façon à ce que ces voix-là elles soient entendues et à ce qu'on puisse faire le forcing. Oui, a été évoqué le fait qu'il était gratuit d'envoyer un courrier postal à l'Élysée, et que c'est quelque chose qui est déjà fait par un usager, un enfant. Ensuite... Donc on s'est dit, il ne faut pas envoyer un courrier signé par 1000 personnes ou que chaque personne envoie son courrier, on va envoyer 1000 courriers signés par 1000 personnes. 1000 fois 1000. Solliciter également, donc là on rejoint Sarah Massoud, c'est ça, solliciter donc les voies légales, alors la défenseure des droits, la Cour européenne des droits de l'homme, même si bon, on peut se dire qu'elle défendra plutôt la désinstitutionnalisation que, enfin bon, voilà, tout en étant quand même assez lucide sur les instances auxquelles on s'adresse. Oui, l'idée c'est de mobiliser tous les recours juridiques possibles, voilà. Et en même temps la transgression et la subversion. Enfin, il faut vraiment être de tous les côtés, avec l'idée de pouvoir médiatiser le plus possible, en montrant à la fois l'envers du décor, ce qui est évidemment absolument invisibilisé, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré à travers les assises macroniennes de la santé mentale, mais de pouvoir aussi, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, montrer ce qui institue positivement, ce qui porte, la pertinence de toutes nos interventions, du soin institutionnel. Donc a été évoqué plutôt des grands formats. Il y avait Cache Investigation qui avait été évoqué. Mobiliser également les associations de familles, donc que ce soit celles des familles utilisant les établissements du médico-social, mais également la FCPE, et puis le collectif CEP Enfance. Voilà, alors la question qui se pose, c'est effectivement, notamment dans le champ de la pédopsychiatrie, comment est-ce qu'on peut aider les usagers, alors les usagers étant à la fois les enfants et leurs familles, à se réapproprier les dynamiques de soins, à pouvoir dire qu'on peut être sujet de droit et sujet de soins et que l'un n'exclut pas l'autre. Voilà. Alors il y a une autre question qui s'est posée, comment on maintient le lien avec nos collègues, quel que soit le champ et le secteur dans lequel on intervient, qui ne sont pas du tout sur les mêmes lignes et qui sont plutôt dans le discours hégémonique, idéologique. Voilà. Est-ce qu'il faut maintenir le lien avec eux? Est-ce qu'il faut continuer à essayer de dialoguer? C'est une question qui reste ouverte. Et donc la question du discours hégémonique et comment le déconstruire en fait, donc a été évoqué le fait de le déconstruire argument par argument, donc le discours du gouvernement. Ah oui, et puis également pour nous autoriser
à désobéir, à prendre des risques, notamment d'être sanctionnés, de créer un collectif anti-répression. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse, d'une certaine façon, instituer une position de lanceur d'alerte collectif, à la fois qui soit diffracté, qui soit porté à plusieurs, de façon à ce que ça puisse permettre de se défendre face à l'attaque et face à la mise à mal. Si on est plusieurs, si c'est différents lieux qui parlent, si c'est différentes personnes, si c'est à la fois des soignants, des soignés, ça n'a pas du tout la même portée et ça permet sans doute de se faufiler face à la répression et aux sanctions. Dernier point, peut-être créer des lieux de rencontre aussi, parce que c'est bien d'avoir des réseaux, c'est bien d'avoir des mailing lists, mais il faut aussi avoir du présentiel, comme on dit maintenant, des lieux de lien, comme c'est un terme qui a pu être évoqué, des lieux de partage, des temps, donc retrouver à la fois du collectif, retrouver des espaces, et mobiliser la société civile aussi. Il y avait la question de la langue. Donc, comment se réapproprier la langue. Et c'est vrai que l'intervention de Sarah Massoud, là on est hors ce qui s'est dit de l'atelier, mais on entend que la question légale, elle est, voilà, elle a été discutée et comment voilà, on peut s'appuyer aussi sur le juge, enfin sur le juridique. En tout cas, ce qui a pu se vivre, ce qui a pu se partager, c'est le fait que justement on était dans une langue vive, dans une langue qui était chargée d'affect, qui était chargée d'expérience, qui était située, qui était portée par une charge poétique, métaphorique, et que c'est cette langue-là qu'il faut qu'on se réapproprie, parce qu'on est en permanence asséché, on est en permanence décérébré par cette langue du capitalisme, par cette langue managériale qui s'impose à nous. Donc voilà, comment retrouver ce plaisir à parler entre nous, à parler avec ceux dont on en a charge. Voilà. Il me semble que c'est l'essentiel. Et aussi, on a pu noter qu'il y avait très rapidement une volonté d'être en lutte en fait, hein, de ne pas de sortir de la plainte, de politiser notre souffrance, de la relativiser aussi parce qu'il y a bien d'autres souffrances en France comme ailleurs, et donc d'être en lutte. On a discuté de la question de la combativité, des moteurs. Et donc pour reprendre une métaphore qui a circulé pendant tout notre atelier, on va leur envoyer à l'ARS, au DRH, plein de petits lapins de Troie qui vont grignoter leur certitude et leur surplomb. Donc, quel accueil pour la souffrance psychique et en relation avec la banalisation de l'isolement et de la contention. Donc, j'introduis simplement ce que va dire Catherine pour faire la synthèse de l'atelier. Il y a eu, chose caractéristique, il y a eu tous les métiers, enfin presque tous les métiers ont été représentés. Et il y a eu une circulation de la parole, une écoute entre ces différents métiers qui était très intéressante. Et c'était chargé d'une certaine intensité. D'autant plus que le premier constat, c'était finalement tout ce qui bloque. Et un échange d'expériences autour de tout ce qui bloque et autour d'un système pratiquement banalisé de l'isolement, de la contention, etc. Dans un deuxième temps, on a pu entendre l'expérience de Landerneau, qui permet peut-être de concevoir d'autres choses, et de même que l'expérience d'un urgentiste, qui là était, disons, comment on pourrait dire, très difficile finalement à entendre.
ce qui a traversé cet atelier, finalement, sans qu'on en prenne conscience véritablement, mais qui est apparu à la fin comme la conclusion, énoncée par quelqu'un, c'était la question de la rencontre avec la souffrance psychique. Finalement, que tout était dans cette difficulté-là de la rencontre avec la souffrance psychique. Et c'est ce qui avait traversé tout l'atelier sans que ce soit dit, finalement. Bon, je donne quelques points de repère. Hein, vous savez, c'est toujours très très délicat et difficile de restituer un travail et donc des émotions partagées aussi d'un atelier, avec toutes les finesses attachées à l'intervention qui fait que du coup ça suscite à côté en halo chez l'autre. Enfin, je disais tout à l'heure, c'est un peu comme un diamant qui met des éclats et puis ces éclats viennent mettre en lumière différents aspects. Bon, j'arrête de filer la métaphore parce que c'est l'heure de la sieste. Bon, donc, je voudrais... c'est passé? Bon, pas pour moi. Alors voilà, donc sur cette question-là Alors bon, ce qui a été effectivement évoqué, c'est que d'abord, la question de la contention et de l'isolement, ça traverse une question de maltraitance et de souffrance, aussi bien pour les patients que pour les soignants et leurs familles. Hein. Donc il y a ces trois grandes catégories d'acteurs, comme disent les sociologues, même si quelquefois on agit peu. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment marqué. Assez vite, l'atelier s'est emparé que ça fait à la fois ça fait système, c'est-à-dire qu'il y a une banalisation et une augmentation en effet d'un retour de la contention et du grand enfermement, confère Foucault, alors qu'en dans le même temps, ça plairait beaucoup à Macron, ça, c'est en même temps qu'on a des injonctions permanentes des tutelles, de la gouvernance, comme on dit, c'est ça, à l'innovation, à l'appel à projet, etc. C'est là présent, ces deux temps. Ce qui a été souligné, c'est effectivement tout ce travail de maillage au niveau local, et donc je ne sais pas Philippe qui nous parlera de ce que les camarades, excusez l'expression, ils ne se reconnaissent peut-être pas, mais moi je le dis, des participants qui sont à Landerneau. Moi je suis bretonne depuis pas longtemps, donc vous entendrez parler du bruit, il y a du bruit dans Landerneau, et du travail, mais au sens où ça a été pour l'atelier aussi un imaginaire disponible de respiration dans des situations extrêmement contraintes, où ont été évoquées la question effectivement du maillage avec les différents acteurs associatifs, gendarmerie, urgence, et cette notion de travail qui nécessite de l'inventivité collective. On a parlé de l'intra et de l'inter, non ? L'extra, ah oui, l'extra. Et de tout ce travail de mise en lien, donc on retrouve ce qui a été dit aussi par d'autres ateliers. Et puis, effectivement, le problème à travers les pratiques de contention et d'isolement de la question des urgences, où c'est pas partout la même chose. Il y a des territoires dans lesquels les établissements ne renvoient pas sur l'hôpital général, alors que Paris, région parisienne, c'est le cas. On renvoie sur l'hôpital général, et donc les urgences, c'est effectivement la catastrophe, l'arrivée de tout le monde, de toutes les situations d'urgence, et du coup la très très grande difficulté, on ne connaît pas les personnes, il y a une recherche de lits, les urgences sont complètement occupées par la recherche de lits, et que c'est effectivement très très dur à vivre, et très dur de se faire en soi. Ce qui a été aussi souligné, c'est se faire en soi, travailler en soi la possibilité d'accueillir la souffrance pour pouvoir accueillir la souffrance de l'autre. Voilà. L'importance de
partager avec des réseaux et des inventivités collectives, de dégager des modalités collective pour l'action et surtout pour l'accueil. Ce qui a aussi, mais je ne vais pas être exhaustive, ce qui a aussi été souligné, c'est que lorsqu'on est dans des situations extrêmement contraintes ou des possibilités là de dernier recours, alors qu'on sait que les pratiques de contention explosent et qu'elles ne sont pas liées qu'au dernier recours, c'est tout le problème de la loi, l'inapplication de la loi, la manière dont la loi est interprétée par les directions hospitalières et la question de la décision, mais ça c'est plutôt l'atelier sur le droit, la volonté pour revenir à ce qui peut être fait du point de vue de l'accueil de la souffrance psychique du côté des soignants, c'est la volonté d'être là. Oui, il n'y a plus d'orthophonistes, tu avais raison. C'est bien dur, c'est dur la vie. La volonté d'être là, la présence présente que peuvent avoir les soignants pour faire autrement, qu'il y ait une fonction contenante, y compris quand il y a des situations de crise et de dernier recours. Voilà. Bon, Landerneau, s'il vous plaît. Oui. Donc oui, dans cet atelier, on avait pris comme idée qu'il n'y avait pas d'intervenants qui étaient invités pour essayer de faire participer le maximum de gens et pratiquement tout le monde, on peut dire, à l'intérieur de l'atelier a pu témoigner de sa place, des difficultés qu'il pouvait rencontrer. Je pense que sur cette histoire d'isolement et de contention, il y avait des témoignages assez aigus et douloureux de gens qui se trouvaient dans un grand embarras à faire avec ces pratiques dans les services dans lesquels ils étaient. Certains s'en sortaient en disant finalement la seule façon c'est d'essayer de passer le plus de temps possible avec ces gens qui sont isolés et attachés pour essayer de faire avec quelque chose qui était manifestement très douloureux pour tout le monde. L'idée d'inviter Landerneau, c'était l'idée que finalement ce projet de secteur des années 60, il a pu exister, être mis en acte et continuer à exister. Et je pense que c'est important de rappeler des principes de base de Landerneau et de cette idée de secteur. L'un des premiers principes de base qui nous ont bien expliqué, c'est la question de l'équipe unique. Alors ça, je crois que c'était très important, notamment justement dans cette question de l'accueil aux urgences, parce qu'ils se sont battus pour ne pas qu'il y ait une équipe dédiée aux urgences, séparée de l'équipe unique, et donc ils se débrouillent de faire une permanence et qu'il y ait tout le temps des soignants qui soient disponibles pour intervenir aux urgences, mais avec en plus une inventivité assez extraordinaire, c'est-à-dire de tenir compte du fait que c'est telle ou telle personne qui se retrouve aux urgences et de chercher parmi l'équipe présente, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est leur souci, de quelqu'un qui connaît la personne qui est hospitalisée en urgence et de pouvoir aller faire son accueil. Et l'idée de l'équipe unique est aussi assez importante dans le fait qu'il n'y a pas des spécialistes de l'hôpital de jour, il n'y a pas des spécialistes du CMP, il n'y a pas des spécialistes de la nuit, on pourrait dire, et tout le monde un peu tourne et participe un peu à tous les postes. Ce qui permet finalement que l'ensemble des travailleurs de Landerneau connaissent les patients. Alors, c'est pas pour autant ce qu'ils nous ont dit et qui nous a questionné d'ailleurs, que ça ne leur arrive pas de pratiquer la contention. Mais quand même, dans les exemples qu'ils nous ont donnés, c'est souvent des patients qui sont adressés parce qu'il n'y a plus de place dans d'autres secteurs et qui parfois, ils nous ont donné un exemple assez poignant d'une personne qui a dû faire 3 services d'urgence jusqu'à temps qu'on trouve
une place pour accueillir cette personne. Donc ce qu'on constate quand même, c'est le fait qu'on cherche des places en permanence. On cherche à accueillir les gens en permanence et il n'y a pas de place pour accueillir les gens. Alors, on n'a pas discuté de cette question du virage ambulatoire, mais on voit bien que toutes les équipes se trouvent fort démunies pour arriver à garder finalement une continuité dans les soins. Et une des particularités aussi, il me semble, importante à Landerneau, c'est que on parle de durée moyenne de séjour pour les patients, mais on pourrait parler aussi peut-être de durée moyenne d'engagement de personnel dans une équipe, et que là, il y a une véritable continuité de l'équipe dans le travail d'accueil et d'accompagnement. Et ils ont insisté vraiment beaucoup sur d'accueillir tous les patients de leur territoire et de leur secteur. Voilà. Merci. Donc le titre de l'atelier, c'était quelle approche de l'humain. Donc pour faire un compte rendu là-dessus, moi j'ai resté au plus près de ce qui a pu y être dit parce que c'est quand même un peu vaste. Vous faites aucun effort. Alors, quelle approche de l'humain? Une introduction de Patrick Landman, oui, parce que donc, du coup, nous, on avait des invités. Patrick Landman, il insistait sur le fait qu'il y avait plusieurs psychiatries, une psychiatrie humaniste, plusieurs psychiatries transférentielles, et aussi les psychiatries inspirées par la psychanalyse. Il y a aussi les psychiatries communautaires. Et donc quand il parlait de psychanalyse, c'était une référence aux psychanalyses appliquées à la psychiatrie, à l'institution, à la psychothérapie. Et aussi les neurosciences sont multiples, mais on peut repérer une faction, pour reprendre le terme de Stephen Shedry, une faction de neuroscientifiques qui font affaire avec les milieux de l'argent et du pouvoir pour promouvoir leur conception scientiste. Donc là, la maladie mentale devient réduite à une maladie du cerveau. Et il y a des travaux internationaux qui permettent, ceci dit, de démontrer une efficacité de la psychanalyse. Alors par rapport à tous ces savoirs, Patrick Landman insiste sur la nécessité de décloisonner nos approches et nos références théoriques. Le débat, il a permis qu'il y ait des neuroscientifiques qui s'expriment en vrai, avec nous. Donc il y a eu l'importance de ne pas réduire les travaux des nouveaux neuroscientifiques à leur vulgarisation ni à leur caricature, s'intéresser par exemple aux travaux sur les neurones modulateurs, dont j'avais jamais entendu parler. Il y a une neurophysiopathologiste qui est devenue analyste, qui a insisté sur le fait qu'il y avait donc deux épistémologies qui ne se superposaient pas, et donc elle a proposé pour ça comment vivre avec ces deux-là. Elle propose une éthique du renoncement. Voilà, je vais quand même continuer si vous. Alors, il y a aussi des travaux scientifiques sur la psychologie acoustique ici, où on peut croiser des intuitions qui sont présentes chez Freud. Bon, je ne saurais pas du tout développer. Tout ça pour vous dire que c'est très intéressant de lire. Donc c'est juste pour donner des exemples qui renvoient à ça. Voilà, on a été quelques-uns à se rendre compte de l'étendue de notre ignorance. Puis fut soulignée la prévalence d'un fantasme politique selon lequel les neurosciences ou un autre savoir scientifique pourrait éradiquer la souffrance psychique, la maladie mentale. Ce fantasme politique est porté notamment par la Fondation fondamentale, c'est longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Il fut à l'œuvre dans les attaques pour éradiquer les approches psychodynamiques. Donc très concrètement, c'est pour éradiquer des facs de psychologie, des facs de médecine, des services de pédopsychiatrie, etc. Vous connaissez la liste, qui n'est pas close. Une autre partie du débat fut plus orientée vers la clinique, sur l'importance de ne pas mésestimer les grands progrès
qui ont été faits dans les progrès diagnostiques et thérapeutiques qui ont été faits dans les domaines de la médecine, donc dont on est nombreux à bénéficier. Et aussi mais en même temps entendre qu'il y a un appel à un retour à la prise en compte des subjectivités dans les services de médecine, chirurgie, obstétrique, chez beaucoup de cliniciens hyper spécialisés. Donc on peut conclure la première partie sur un appel au retour à l'intelligence collective, un retour du collectif, et comme ça a été dit par d'autres, un retour du respect de la parole de l'autre, de la prise en compte de la dignité de toutes les paroles, puisque c'est devenu rare. Et de ce point de vue, on peut dire que l'être humain est un être biopsychosocial, un être multidimensionnel et complexe, comme dirait Serge. Ensuite, il y a eu un aspect sur les thérapies cognitivo-comportementales au cœur des structures de réhabilitation psychosociale. Donc Serge, qui est ici, là, et a exposé le projet de l'ARS de Corrèze, projet de réhabilitation psychosociale, avec ses protocoles, ses évaluations, quelque chose de complètement fermé, et qui dans le ton, la méthode, rappelle ce qui a été fait pour les CMPP de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, c'est la même ARS, ça tombe bien. Il montre, donc, Serge montre que ce qui est une orientation qui se met en œuvre et qui va sans doute trouver à se déployer. Donc, il nous avertissait par rapport à ça. Voilà. Avec à l'horizon la volonté d'objectiver le patient, de réifier l'être humain, de continuer à détruire le secteur en passant. Dans cette partie de ces ateliers, beaucoup sont intervenus. Et d'abord, il y a eu une personne qui est hébergée dans un hébergement d'urgence depuis des années, qui a témoigné de sa difficulté à simplement se réunir avec d'autres, simplement se rencontrer, difficulté de, par exemple, disait que les personnes pour qui ça coûte cher un café, ils ne peuvent pas se faire des réunions dans les cafés. Et donc, un isolement en abîme qui nous a évoqué. Alors, évidemment, que les personnes concernées puissent se rencontrer comme elles le jugent bon est évidemment un préalable au concept de réhabilitation psychosociale, s'il a un sens. Alors, il a un sens. Donc, beaucoup de soignants sont intervenus pour dire qu'il avait un sens, et que non seulement il avait un sens, mais que c'était ce qu'ils pratiquaient. Donc, ils ont tenu à dire que leur pratique, la réhabilitation psychosociale, n'avait que peu de rapport avec ce dont Serge venait de nous faire part, que ce projet corrézien caricaturait leur pratique. Donc, il s'avère que derrière ce mot, il y a des pratiques inventives qui peuvent se développer, et que les objectifs annoncés par cette réhabilitation psychosociale ne peuvent pas être dénoncés en bloc, qu'il y a des pratiques réelles qui ne sont pas systématiquement opposées à une pratique prenant en compte le transfert, au contraire. Donc l'objectif des équipes, c'est sans doute d'abord de persister comme équipe, ce qui n'est pas simple, et ensuite, on a insisté sur le fait de se réapproprier les outils dont elles disposent. Je termine. Donc, vite fait, c'est pas tout à fait des détails. Il y a une psychologue spécialisée en neuropsychologie qui a tenu à préciser que son domaine, c'était pas du tout celui des thérapies cognitivo-comportementales, qui par ailleurs est surtout investi par des médecins, c'est autre chose, donc encore un domaine où j'étais ignorant, que le travail des orthophonistes est souvent attaqué, et comme l'a dit ma camarade juste avant, pourtant ils ont beaucoup de travail, et calomnié et qui est toujours vivant. Il y a eu aussi en conclusion, il y a aussi un retour à la question de la psychiatrie, une psychiatrie qui doit toujours être, qui était historiquement éclectique, pragmatique. Bernard Ollier disait polythéiste. Et on a aussi évoqué la question du bricolage. Et il y a une intervenante qui a, comme d'autres ici, parlé de subversion. Donc ce mot-là, c'est un mot qui revient manifestement. Et je crois qu'on aura à en reparler. Et il a eu de multiples sens. Il a été utilisé en psychanalyse, il a été utilisé en politique, il a été utilisé dans beaucoup de... Voilà. Juste... Pas de décision pour conclure. Et on n'a pas pris de décision. Et il va conclure. Voilà. Et en complément, moi, Donc, en complément sur l'atelier 6 de ce qu'a dit Pascal, alors d'abord,
l'analyse que j'ai faite du projet corésien, qui n'est plus un projet, c'est ce qui s'applique à partir de 2022. Je vais le mettre à disposition sur le site du printemps. Mais ce qui était intéressant quand même dans cet atelier, dans la dynamique, hier c'était laborieux, mais je pense que c'était aussi le temps qu'il fallait qu'on puisse justement un peu se mettre au travail. Aujourd'hui, on était beaucoup plus, puisqu'on était sur cette question très concrète de la réhabilitation, mais où énormément dans le débat, la place des infirmiers dans le débat a été prépondérante. Et je pense que c'est important de le souligner parce que dans les colloques qu'on fait d'habitude, en plénière, c'est pas souvent que ce sont les infirmiers qui prennent comme ça les choses. Et surtout aussi le fait qu'on a pu, du coup, par rapport notamment à leur expérience de ceux qui font de la réhabilitation psychosociale, de voir comment aujourd'hui, sur cet exemple-là, mais c'est vrai sur tout, il y a une caricature, une instrumentalisation de techniques, mais dans lesquelles on enferme les soignants qui deviennent quelque chose de complètement déshumanisant. Et donc, ce qu'ils nous ont montré, ces collègues, c'est que ce n'est pas la technique en soi qui est déshumanisante, c'est ce qu'on lui fait faire, c'est l'objectif qu'on lui donne, et que du coup, si on s'approprie l'outil, eh bien ce n'est qu'un outil, et on peut peser dessus. Et dernier point, un de ceux-là nous a quand même dit qu'effectivement, à un moment donné, ils ont eu quelqu'un qui est venu voir comment il travaillait, et qui leur a dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, vous ne faites pas de la réhabilitation psychosociale, parce qu'ils étaient justement dans le soin relationnel. Et donc je pense que c'est important qu'on s'appuie là-dessus. On s'est proposé à quelques-uns de terminer ces 2 journées sans conclure et de se donner du temps pour une conclusion, c'est-à-dire de prendre du temps le 10 avril. La date a été annoncée la semaine dernière, donc retenez-la. Ce sera une réunion donc en présentiel, comme on dit maintenant, une réunion donc physique le 10 avril. Je le dis avant même de démarrer cette discussion qu'on souhaite le transversal, pour que vous caliez la date, tout l'après-midi à l'AERI à Montreuil. Je pense qu'on pourra avoir également une retransmission en Zoom pour que ça puisse être interactif avec les gens qui sont plus loin. Mais ça paraît important de se donner un temps d'après-coup, un temps d'élaboration psychique et politique pour précisément, c'est pas tellement te sortir avec des déclarations politiques fracassantes de ces assises. Nous ne sommes pas dans un meeting, on est précisément dans des assises qui, Olivier vient de nous le rappeler, sont là pour se poursuivre et pour, au fond, engager un mouvement prolongé d'affirmation culturelle, politique d'une autre psychiatrie. Alors ça me paraît vraiment important. Beaucoup a été dit dans les comptes rendus des 6 ateliers, avec beaucoup de revendications. On pourrait quasiment, je ne vais pas le faire un collage de ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses très redondantes, d'ailleurs, entre ce qui a été dit venant du topo fait par Sarah Massoud et Mathieu Bellassène et la revendication des droits de la dignité, et puis ce qui est revenu des différents ateliers sur la formation et sur d'autres points. Alors je vais m'arrêter là, je vais passer peut-être la parole aux collègues. On s'est dit qu'on ferait une discussion à plusieurs et que chacun peut intervenir depuis la salle. Donc vous levez la main si vous voulez parler. On a 3 quarts d'heure devant nous. Qui veut prendre la parole ? Bon, ça marche. Oui, je vous nommez-vous et puis rapidement. Pierre Dumortier, CGT. Je viens avec ma casquette CGT cette fois. En tout cas, je parle comme ça. J'aurais une proposition à faire puisque nous sommes... Enlève ton masque. Puisque nous sommes de très nombreux collectifs, la coordination de défense des hôpitaux, les Médecins sans frontières, ateliers de refondation, collectif Grand Est, collectif Pensée, Printemps de la psychiatrie, etc. Bref, j'en cite toujours. Donc, moi j'aurais une proposition à faire à l'issue de cette journée au nom de la Commission nationale de psychiatrie de la CGT, pas de Macron,
et du collectif national des psychologues de la CGT aussi. J'aurais donc la proposition que nous nous retrouvions, ou refaisions 1 ou 2 journées, je ne sais pas, avec les collectifs, les syndicats concernés, pas que la CGT, les partis politiques, on a cité aussi la FCPE, je trouvais que c'était pas mal, le truc, l'UNAFAM, si on peut inviter l'UNAFAM, le juge des libertés, puisqu'ils étaient concernés aussi, pour qu'on puisse effectivement débattre ensemble, se trouver des objectifs communs et des voies d'action communes, parce que séparés, nous n'arrivons pas à grand-chose. Donc voilà, je lance l'appel. Je sais que la CGT a été parfois décevante dans des mobilisations. Bon, c'est une institution, hein. Faut le savoir quand même, c'est une grosse machine, c'est pas un truc, c'est une grosse machine. Donc on a des réactions différentes suivant qu'on s'adresse à un syndicat, à une USD, etc. Je ne reviens pas sur les détails. Je fais donc l'appel au nom du national. J'espère qu'il sera entendu. Merci. En tout cas, c'est très bien que la CGT nous rejoigne et tout à fait officiellement. Qui veut intervenir? Sandrine? Oui, alors moi je me disais quand même que sur le blog du printemps ou voilà, sur le site du printemps, ça serait bien que on puisse avoir accès aux propositions qui ont été lues de chaque atelier pour refaire la boucle, puisqu'on a vu que finalement ça avait été plutôt un succès, enfin la dimension des ateliers pour élaborer quelque chose, mais là maintenant il faut faire la boucle et qu'on puisse faire un écrit rapide, mais qu'on puisse partager tout ça. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord pour l'après-coup, dans longtemps, pour écrire quelque chose aux politiques. Moi, je pense qu'il faut le faire rapidement. Je veux dire, on a quand même 2 autoroutes qui sont et les élections et tout ce qui se passe au niveau des EHPAD. Enfin, il y a quand même quelque chose qui bouge là, au niveau de la malfaçon de nos pratiques, et il faut que, même s'il y a des événements beaucoup plus dramatiques, il faudrait quand même qu'on n'attende pas le 10 avril pour écrire quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, qu'on se mette à plusieurs et qu'on écrive rapidement. Enfin. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, il peut y avoir un écrit rapide, que quelques-uns se joignent à toi pour qu'il y ait un écrit rapide, et c'est très important aussi qu'on ait cette dimension d'un mouvement prolongé et qui se prolonge effectivement le 10 avril. Les deux ne sont pas contradictoires, hein. Si des personnes, là, tout de suite, sont à même de pouvoir rédiger quelques notes percutantes et qui soient envoyées aux politiques et aux candidats et à d'autres, c'est extrêmement important. Et c'est aussi important de pouvoir continuer, effectivement, et à élargir le mouvement le 10. Attends, Serge. Et après, bien sûr. Oui, moi, je voulais réagir parce que tout à l'heure je ne l'ai pas fait par rapport au GEM, enfin l'atelier numéro 3 qu'on a fait. On a abordé plusieurs sujets et entre autres, c'est revenu sur la table de hier à aujourd'hui, les GEM avec les clubs thérapeutiques. Et au lieu de d'être chacun de son côté et de, entre guillemets, se quereller, dire l'un est mieux que l'autre, on peut être complémentaires, même si on est différents, il y a des similitudes. Donc voilà, je trouve que, comme on dit, l'union fait la force. Et je voulais revenir sur mon intervention de tout à l'heure par rapport à le moment de hier là, des livres voilà, qui a été annulé. Parce qu'on m'a fait un retour, en fait, une personne syndiquée m'a dit, voilà, elle a été vexée de ce que j'ai dit, mais je l'ai dit avec mon ressenti, n'étant pas dans les petits papiers politiques. J'ai dit ce que j'avais voilà, du cœur, je sais pas, en tant que citoyen. J'ai dit ce que je pensais, mais après c'est peut-être plus compliqué que ça. Voilà, comme je dis, on n'est pas dans les petits papiers. Moi je viens de Toulouse et voilà. Si.
Moi j'avais, alors ça va être dur d'être synthétique vu la richesse des journées, je voulais juste dire 500 inscrits, 200 personnes qui n'ont pas pu participer. J'avais envie de dire l'envie d'être là. Enfin, si quelque chose s'est quand même manifesté, c'était l'envie d'être là aux journées et l'envie d'être là dans nos boulots. Parce que en fait, si on est là, c'est qu'on aime notre travail, quelles que soient nos places. Et je pense que tout nous pousse à la tristesse, au passéisme, à la colère, à la nostalgie, à je sais pas. Mais enfin, là, peut-être ces journées, c'est aussi l'expression de ça. C'est qu'en fait, on adore ce qu'on fait et on a juste envie de le faire mieux et de l'inventer. Dans notre atelier 5, on a aussi parlé de transmission. Il y a vraiment ces questions-là aussi de ce qu'il peut y avoir de transmission des aînés, mais aussi ce qu'on peut inventer au jour le jour. Et de toute façon, ça ne peut fonctionner que comme ça. Il faut sans arrêt se réinventer, être créatif. Donc voilà, pour aller aussi sur du long terme, le 10 avril, mais encore, mais après. Bon. En ce qui me concerne, je terminais mon propos hier matin par « Que va-t-il en être de ces assises ?» Eh bien, à plusieurs, nous nous sommes dit qu'on avait réussi quelque chose. Ce sont des assises qui nous surprennent par, d'abord, la diversité des propos. Chacun des discours, on l'a tous remarqué hier, il y en avait 6. Ils étaient tous différents et pourtant tous liés par quelque chose de commun qui a été exprimé par chacun différemment. Et c'était très fort chaque fois. Bon, ça, je trouve que ça dit assez bien la liaison du collectif et du désir singulier. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre, c'était l'invention. De la même façon, chacun des ateliers nous a montré dans sa diversité, encore une fois, la particularité de sa conception, la différence, mais quelque chose qui, en étant vivant, apportait des choses nouvelles. Par exemple, enfin bon, je ne vais pas les reprendre, vous les avez tous en tête là, ils étaient différents et moi ils m'ont donné envie de poursuivre. Je ne me suis pas dit c'est un enterrement, c'est une fois de plus un rassemblement, un colloque, un manifeste, des assises. Non, c'est autre chose. Il me semble, peut-être que je rêve, mais il me semble. Alors, la jeunesse des participants, quand même, il y a beaucoup de jeunes et ça, c'est formidable. Ça, je dois vous dire, vive la jeunesse. Ça vraiment... Et donc, j'ai remarqué, évidemment, dans la première table ronde hier, il y avait 2 représentants d'une certaine génération, 2 hommes, qui ont parlé dans la même table ronde de 2 représentantes des femmes de l'autre génération. Et que ça faisait transmission, mais que tous passaient leur temps à penser le soin psychique, ensemble. Donc voilà, je trouve que tout ça, finalement, la rencontre, le partage, l'inventivité et le désir, eh ben, c'était des signifiants qui étaient au début et dont je trouve qu'on en a fait quelque chose et qu'on le retrouve à la fin. Voilà. Oui, pour ma part, je pense qu'en effet, plusieurs formes. Enfin bon, pour le moment, moi, je suis un peu fatiguée, donc je ne sais pas où je vais me situer, mais c'est vrai qu'à la fois du court terme pour interpeller les politiques et avoir une portée médiatique, même sur un papier qui serait, voilà, hein, les assises réunies sur ces 2 jours, qui ont dû en plus, avec des centaines de personnes, ne même pas pouvoir accueillir les centaines d'autres qui attendaient à la porte, etc. Pour montrer effectivement ce qui est effectivement important. On est là, quoi. On est là avec, je ne vais pas remonter sur ce qui a été dit, ce sera important en effet que s'il y a des comptes rendus, nous on s'est engagé, on a aussi fait tourner une mailing list pour faire aussi un compte rendu qui va être fait par quelqu'un du fil conducteur qui devait être là mais qui a été
qui en a été empêchée. Je peux vous dire que ce matin, elle a envoyé un mail. Elle vient de quitter l'éducation nationale parce qu'elle part en retraite. Elle est de Blois. Et que dans son collège ou lycée, une professeure vient de se défenestrer hier ou avant-hier en plein cours. Voilà. Hein, c'est la situation en fait, dans l'éducation nationale, dans tous les services publics, donc l'effondrement, les situations dramatiques, elles sont là aussi. Je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais c'est là aussi. Hein, voilà. Hein. À Blois, hein, voilà, je peux pas faire mieux, mais quand même, d'où en même temps se tenir hein, et y aller et continuer. Donc c'est vrai que si les ateliers font aussi des comptes rendus, nous on va le mettre sur le blog, mais s'ils peuvent figurer aussi sur le blog du printemps, si les ateliers en sont d'accord, en effet, hein, en demandant l'accord des participants. Du coup, je m'autorise à dire ce qui était une marmite qui est sur le feu du fil conducteur psy. On est en train de travailler sur un texte qui va être pris et repris. L'éditeur, la fabrique, je ne sais pas si c'est eux qui finalement l'auront, mais on trouvait que le sujet de la contention et de l'isolement était important à l'intérieur d'une situation de la psychiatrie qu'ils souhaitent qu'on réouvre. Et ça, je tiens à vous le dire aussi. Hein, si vous voulez être tenu au courant, voilà, hein, c'est aussi par le printemps, parce qu'on est dans le printemps, hein, qui va arriver, hein, le 21 mars. Le 21 mars, on pourra peut-être en profiter d'ailleurs, hein, de cette symbolique. Hein. Voilà, ça refleurit. Ouais. Un petit mot par rapport à ce que disait Dominique Terre. C'est vrai que la préparation a été laborieuse, effectivement, pendant plusieurs mois, et que nous avons beaucoup craint soit une non-mobilisation, c'est tout le contraire qui s'est produit, soit qu'on ait, comme souvent, un mur des lamentations, des plaintes, légitimes, justifiées quand même, mais voilà, que ça tourne dans cette tonalité de déploration et que ça nous plombe encore plus. Alors je voudrais insister là-dessus, c'était présent dans la matinée hier matin, je ne peux parler que de l'atelier dont j'ai fait partie dans l'atelier formation, j'ai trouvé au contraire qu'il y avait quelque chose d'une tonalité combative. Et par rapport à cette question des jeunes, des vieux, il y a eu un moment donné, les jeunes se sont mis en colère en disant ça commence à bien faire, quand même les vieux nous accusent quasiment de ne pas vouloir nous investir dans ce que nous faisons, et ça va bien ce genre de conneries. Et il y a eu cette idée effectivement d'inventer à partir de l'imaginaire et d'un nouvel imaginaire de notre époque. Alors le film de Martine Daire hier soir, que certains ont pu revoir ou voir, insistait beaucoup sur ce faire œuvre ensemble, hein, que lançait Lucien Bonafé. Faire œuvre ensemble, effectivement, en 1940, 42, 43, quand Toscaïès Bonafé lance ce mouvement Saint-Alban, c'est une chose, dans un moment quand même extrêmement difficile, bien plus difficile que le nôtre, hein, tout de même. Faire œuvre ensemble aujourd'hui, ça veut dire aussi tous ensemble. Effectivement, cette histoire de jeunes, de vieux, de je sais pas quoi, il faut, je crois, sortir de ce genre de catégorisation. Et c'est extrêmement, voilà, on a eu des gens de tous les métiers, de tous les âges, et des gens en tout cas qui étaient là et qui tenaient à manifester leur désir d'être là et de poursuivre. Je trouve que ça, c'était très, très sensible. Et dans ce que j'ai pu entendre du compte-rendu des ateliers, on sentait le punch, la joie même. Il y en a des gens qui ont chanté le compte-rendu de l'atelier, tellement il y avait un côté ludique et voilà, qu'on voulait rendre. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Comment? J'ai pas compris. On n'a pas dit vieux. On n'a pas dit vieux. Bon. Vulnérable. Oui, donc Benjamin Létang, moi je suis infirmier au Sésame à côté d'Angers. Donc je partage l'idée que effectivement c'est vraiment une réussite en fait ces assises. Il y a eu beaucoup de monde, c'était pas le bureau des plaintes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses positives qui se font, beaucoup de choses qu'on peut gagner. Sur la question des perspectives, bah oui, moi je suis d'accord pour interpeller les candidats au présidentiel, c'est un boulot à faire. Mais malheureusement, je pense pas que les élections vont changer notre quotidien ni le quotidien des patients. Et je pense qu'il faut aussi que le printemps il puisse aider à retrouver le chemin des luttes, hein, parce qu'on disait dans les ateliers qu'on a eu les années un peu 2018-2019 avec des luttes très fortes, notamment avec la grève de la faim à Rouvray, les perchés au Havre. On s'est appuyé là-dessus pour essayer un peu de gagner des choses. Et moi, je pense que c'est ça surtout qu'il faut qu'on essaye de se donner comme perspective aussi au long cours, c'est de retrouver le chemin des luttes pour pouvoir gagner quelque chose, quoi, au-delà de l'interpellation des candidats aux élections.
Dans le prolongement de ce que tu viens de dire, moi je voulais intervenir sur l'importance du travail de lien qu'on fait à l'interorga. Donc je rappelle l'interorganisation, depuis septembre 2019, ça regroupe la CGT Sud, la CGC pour l'essentiel, au niveau des syndicats, le collectif Interurgence, le collectif Interbloc, le collectif Interhôpitaux, la coordination des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité et le printemps de la psychiatrie. Et depuis 2 ans et demi, donc c'est ce mouvement-là, ce groupe-là qui anime toutes les actions sur la santé depuis et qui continue à travailler ensemble. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du mouvement dans la santé. Mais surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'importance que du coup, du fait de cette continuité de travail, aujourd'hui, par exemple dans les manifestations, en tout cas à Paris, systématiquement, la question de la psychiatrie est prise en compte. Et même quand ce n'est pas nous qui prenons le micro, à force de parler des problèmes de la psychiatrie, les collègues, je pense notamment à Christophe Prudhomme qui prend souvent le micro dans les manifs, donne les informations et dénonce la situation de la psychiatrie. C'est-à-dire que je pense qu'il est important qu'on sorte. La psychiatrie, c'est une affaire trop grave pour la laisser aux professionnels de la psychiatrie. Il faut qu'on y soit, mais il faut qu'on sorte. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on continue, et ça rejoint ce que tu viens de dire, dans ce mouvement-là très large. Et l'autre chose, à mon avis aussi, alors qui est compliqué, c'est un truc qui a été lancé à la fête de l'humanité, au débat qu'on a fait avec notamment le printemps, l'USP et d'autres, où Laurence Cohen, la sénatrice communiste, a proposé de faire un tour de France des secteurs psychiatriques pour faire des débats dans les territoires. Alors, oui, mais on en parle, mais le problème, c'est que lorsque je l'ai repris ça au Journée de la Criée, je pense que le fait de dire on le fait partout, ça fait peur, ça paraît trop gros. Mais il me semble quand même que malgré tout, on peut peut-être commencer par là où on a quelques forces, de voir si on ne peut pas organiser un débat dans la société, y compris en demandant éventuellement, si on ne se sent pas assez fort, des gens du printemps qui peuvent venir comme invités pour faire. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer justement sur nos amis de la coordination des comités de défense, pour qui cette question de la psychiatrie, même s'il n'y a pas de comité de défense de l'hôpital psychiatrique ou du secteur psychiatrique, c'est quand même toujours une question très prégnante dans la population. Et je pense que là aussi, c'est un moyen de sortir de notre champ et de rencontrer la population, parce que si on reste qu'entre nous, on n'y arrivera pas. Les réseaux d'éducation populaire, c'est un bon appui. Je voulais simplement dire, de la part de quelqu'un qui est parti, il y a longtemps, quelque chose de mélancolie, Althusser, l'avenir dure longtemps. Un mot quand même par rapport à une stratégie. On parlait de faire des courriers maintenant, de se revoir le 10. Tout de même la question des stratégies locales par rapport à ces grands mouvements d'ensemble. Tout à l'heure, il était question avec Sarah Massoud, Mathieu, de cette proposition d'action ensemble. Ça me paraît quand même très important pour l'ensemble de ce qu'on a dit, et pas seulement pour l'axe de la justice et des droits des patients, que partout où on peut être, tu parlais des visites de secteur psychiatrique, partout où il y a des militants du printemps de la psychiatrie, il y a des actions locales qui puissent se tenir au lendemain de ces assises. C'est-à-dire qu'on puisse tenir à la fois sur les droits des patients, des réunions d'information, qu'on puisse tenir sur d'autres sujets, la formation, sur tous les sujets au fond qui auront été tenus dans ces assises, là où nous sommes présents, plutôt que de renvoyer à une espèce de grand mouvement d'ensemble dont on attendrait effectivement qu'il se déclencherait je ne sais pas quand, de commencer dès le lendemain de ces assises effectivement des initiatives locales. Alors effectivement, donc à Reims, on est en route depuis un moment, on va poursuivre des initiatives locales. Ça serait bien que les collègues qui sont un peu partout en France et qui sont dans cette salle
Il y a la board, bien sûr, bon, ils vont faire le stage. Certains se sont exprimés, mais qu'il puisse y avoir d'autres initiatives locales et que quand on parle de ce réseau d'archipels de résistance, comme ça revient dans beaucoup de lieux, que les gens puissent se signaler et signaler leurs actions par le biais justement du site du printemps, par le biais également de capsules qu'on enverrait sur la chaîne YouTube qui va se créer du printemps de la psychiatrie et qui pourrait donner un écho à ce qui se fait localement. C'est une proposition importante et c'est comme ça que je pense qu'on pourra construire un mouvement d'ensemble en partant de nos situations locales, là où nous pouvons nous permettre d'exister et d'avoir un certain rapport de force qui nous permet de tenir le coup. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ? Non ? Non ? Si. Blandine. Je suis loin, donc je ne suis pas trop les initiatives parisiennes, et je voulais dire que ce qui m'a frappé aujourd'hui par rapport aux assises de 2013, c'est que le niveau d'engagement, de réflexion et tout a été beaucoup plus approfondi. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Et j'ai cru... Enfin, d'abord, je me suis dit, ah ben, ils ont vachement bien préparé le truc. Après, je me suis dit, ah, mais quand même, il y a le truc, justement, les associations de patients, tout ça qui compte. Et puis, Serge, tu dis, il y a aussi le collectif interhôpitaux, enfin, je sais pas quoi, tout ce que... Interorga, voilà. Et je pense que, vraiment, moi, j'ai beaucoup senti ce soubassement, enfin, au moment du bilan, je sens beaucoup ce soubassement et ça fait vraiment du bien. Et alors, bon, petite anecdote, pas tout à fait, mais donc à Toulouse, il y a eu l'exposition La déconiatrie aux abattoirs, qui a été source de pas mal d'initiatives, enfin plus ou moins, voilà. Et puis, il y a deux collègues que je ne connaissais pas, qui ont travaillé à la board, un petit peu, ou étaient en stage, je ne sais pas, qui voulaient faire une réunion aux abattoirs, qui a été finalement squeezée. Alors, la section sud des abattoirs a dit, bon, ben, vous ne pouvez pas la faire aux abattoirs, on va l'organiser avec vous. Il y avait aussi l'association de psychothérapie, de pédagogie institutionnelle de Toulouse, et ça a fait une sorte de manifestation. Il y avait 200 personnes le soir. De gens qui ne se voyaient jamais, enfin, de réseaux de différents lieux qui pour la première fois se rassemblaient. C'était il y a 15 jours, enfin il y a voilà. Et j'espère, enfin tout le monde attend que ça donne quelque chose, bon, mais voilà, j'espère que... Voilà. Et comme dit Patrick, dès qu'il y a un militant du printemps, enfin moi je suis pas trop, mais bon... Comment ça? Voilà. Oui, je voulais juste prendre la parole 2 secondes pour dire que nous, on a été effectivement présents à vos côtés tout au long de cette préparation. Je parle des CMA. On a joué parfois le mauvais objet, hein, parce qu'on a dû limiter des choses, mais on n'est pas là que pour ça. Hein, on est avant tout là parce qu'on est engagé depuis toujours à vos côtés et dans le champ, tu viens de parler de la pédagogie institutionnelle et de la psychothérapie institutionnelle, et qu'effectivement, nous, on agit. On porte de la formation, mais aussi on agit, et l'agir est au cœur. Et un de nos textes, c'est quand même le texte de l'agir de Tony Lenné. Et donc effectivement, c'est bien pour ça que nous sommes là, parce que nous allons toujours à la rencontre de l'autre, et que dans nos champs d'activité, le besoin de l'accueil et de la rencontre de l'autre est important. Donc effectivement, nous avons trouvé toute notre place ici, et nous continuerons à être dans cet engagement. Et c'est donc avec plaisir qu'on a participé au-delà de faire émarger les personnes. Non, c'est vrai que c'est important de remercier beaucoup les CMEA, parce que c'est vrai que vous avez joué le rôle du principe de réalité et de nous rappeler tout le temps
un minimum comme ça d'inscription, de règles. Effectivement, c'est le mauvais objet. Mais vraiment, merci de nous avoir aidés à réaliser ces assises et de continuer avec nous. Ouais, merci les mauvais objets. Je voulais rebondir sur Blandine, ce qu'elle racontait, parce qu'il se passe la même chose à Bordeaux. Alors je ne sais plus si elles sont là les collègues de Bordeaux. En fait, pareil, mail comme ça qui a été envoyé, un petit peu boué à la mer, ça va pas, etc. Il y a eu 200 personnes qui se sont réunies, c'était il y a 6 mois, encore 200 personnes il n'y a pas longtemps, et là ils refont encore un truc dans les jours à venir à Bordeaux. Alors c'est pas rien Bordeaux parce que c'est la Nouvelle-Aquitaine quand même. Donc il y a ça. La semaine prochaine là, à Bourg-en-Bresse, là où il y a eu le contrôleur des libertés qui est intervenu, il y a aussi une journée tout entière. Enfin il y a plein d'initiatives partout. C'est vrai ce que dit Blandine et c'est important que ça se visibilise ça. Voilà. Prends le micro à côté de toi. Oui, alors c'est peut-être ce que Tony Lainé appelait les nidations culturelles, ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire effectivement faire œuvre de manifestation et de créativité en embarquant dedans autant nos forces vives en tant que soignants, soignés, mais peut-être aussi de la société civile. Donc il y a quand même quelque chose à penser. Moi j'ai trouvé quand même, en entendant la restitution des ateliers, et ça a été assez fort aussi dans l'atelier 4 enfance, c'est au principe de comment conjurer la peur. Enfin je trouve qu'il y avait moins cette notion, alors qu'on est quand même très ciblé, très voilà, on peut avoir peur des représailles. Cette question aussi de se dire, soyons lanceurs d'alerte, mais avec l'arrière-plan d'un collectif qui prendrait soin si on est la cible. Non mais je pense qu'il y a une dialectique à trouver entre ces nidations culturelles où on fait œuvre de dire, voilà, nous, on résiste aussi en étant inventif, en étant dans l'humour, en faisant quelque chose qui serait visible de tous par les réseaux sociaux, mais aussi d'être très prévenant dès qu'on sent qu'il y en a qui sont dans le viseur et en danger. Moi, je pense que ça, c'est aussi une façon de conjurer la peur et de déconstruire un peu le pouvoir imaginaire des technos. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Sandrine, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Bon, je vais en profiter là, parce qu'il y a un tabou, je n'ai pas entendu parler de ça. Et donc, peut-être que s'il y a silence et qu'il y a peur, en tous les cas, je n'ai pas entendu parler de la contention des enfants. Et je voulais signaler que dans mon service, c'est quelque chose qui se pratique. Et je n'ai pas entendu parler ni dans le groupe enfant, je n'étais pas là dans l'atelier enfance ce matin, ni peut-être dans l'atelier contention, mais je ne sais pas si ça se sait au point où ça se pratique. C'est-à-dire qu'en effet, les enfants sont contentionnés avec des outils qui s'appellent des papoose boards. Voilà. Des papoose boards, c'est des tables pour sangler les enfants. Et pardon ? J'ai pas envie. Tu es en train de dire qu'on contentionne les enfants maintenant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, c'est formidable. Voilà. Et il y a toute une réflexion où les soignants se débattent avec est-ce que c'est thérapeutique ? Est-ce que c'est éducatif ? Est-ce que c'est punitif ? Et je pense que la contention des enfants introduit des notions peut-être différentes de celles des adultes, dans la mesure où il y a la dimension éducative qui rentre en ligne de compte et qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être, justifierait dans les imaginaires des punitions, des sanctions, parce que c'est comme ça qu'on limite un enfant. Bon voilà, c'était quelque chose que je devais dire avant de partir. Peut-être là-dessus, parce qu'il me semble, comme pour les EHPAD d'ailleurs, que, à mon avis, le contrôleur général des lieux de privation, quand il va dans un établissement, dans un EPS, il ne va pas en pédopsychiatrie, parce que je pense qu'au fond, ça n'y va pas. Dans les EHPAD, il ne peut pas y aller parce que ce n'est pas un lieu de privation de liberté.
en psychiatrie, il vient parce que c'est un lieu de privation de liberté, mais je ne suis pas convaincu qu'il considère que le service de pédopsychiatrie soit un lieu de privation de liberté. Donc je pense que ça serait important peut-être d'alerter le CGPL sur cette question-là. Alors, une dernière intervention et puis on clôturera les assises parce qu'il est 5h15. Compléter par rapport à ce qu'elle vient de dire. En fait, moi je travaille depuis 30 et quelques années en pédopsychiatrie. Effectivement, je n'ai jamais vu de contention des enfants en pédopsychiatrie. Par contre, ce que je constate, c'est que les enfants qui passent par les urgences, et très souvent maintenant, quand il y a une situation de crise, d'agitation, de troubles du comportement de l'enfant, on l'amène aux urgences pédiatriques, et là, le personnel totalement débordé, qui n'a pas du tout la capacité de s'occuper de cet enfant très agité, eh bien oui, ils contentionnent et ils injectent exactement comme pour les adultes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Bah écoutez, on va arrêter pour aujourd'hui. Hein. On arrête simplement pour aujourd'hui. On se retrouve le 10 avril et on continue. Et je rappelle que c'est le cadre unique qui revient. On nettoie la pièce autour de soi. Avant le 10 avril, il y aura réunion donc à l'ARI à Montreuil. Pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, il y aura un lien Zoom qui sera envoyé. Et oui, dernière chose, ceux qui veulent être inscrits sur la liste du printemps peuvent envoyer un message à l'adresse printemps de la psychiatrie @gmail.com.